Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, pour le dernier d'ailleurs de cette année, puisque nous allons reprendre la prochaine fois en septembre. Jusque-là, on va s'arrêter, on va prendre un petit peu de repos, on va aller au soleil et ça va être très sympathique. Quand allez-vous, Charles ? Je vais bien, et la perspective de me retrouver sous mes platanes, avec mon Châteauneuf du Pape, mes cigares, et regarder les chiens courir et les petits-enfants, je crois que la qualité de ma pensée va s'améliorer de façon considérable pendant ces 2 mois, je crois. Oui, c'est très possible. Mais d'ailleurs, c'est, je pense, ce à quoi aspirent toutes les personnes normalement constituées. Ouais. Et effectivement, le repos du corps, c'est aussi celui de l'esprit. Et parfois, ça fait du bien aussi d'avoir un peu de légèreté. De ne pas être tenu par des obligations, ça permet au cerveau irrationnel de reprendre un peu le dessus sur le cerveau rationnel. C'est vrai, c'est très agréable de pas avoir d'obligations, de trucs dans la tête quand on se prévoit. Alors il y a des semaines comme ça tombe bien que ce soit quand même la dernière de l'année, parce que il y a des semaines où il se passe pas grand chose, et il y a des semaines où il se passe des trucs quand même assez importants. Donc voilà, il y a des moments où j'essaye de dénicher un peu quelques infos que peut-être tout le monde n'a pas vues. Là on va parler d'informations que tout le monde a déjà vues, mais on va essayer de les traiter peut-être d'une manière un peu différente. La première, c'est la Russie, évidemment, parce que samedi dernier il y a eu des trucs. Il s'est passé 2-3 trucs. Donc on se demandait si le régime était en difficulté. On se demandait si on n'assistait pas à une tentative de coup d'État. Enfin, je veux dire, c'était quand même assez impressionnant comme truc. On avait l'impression de vivre l'histoire. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Le Prigojine, le chef de Wagner, a mis en branle environ 8000 hommes, d'après ce que j'ai lu, qui donc se sont dirigés vers Moscou en partance de Rostov. Et donc alors on suivait en temps réel ce qui se passait, puisque comme ils étaient en véhicule, d'un coup on se disait ok, là ils sont à 1000 km, ensuite ils sont à 800, à 500 km, 300 km, 200 km, 100 km de Moscou. Pendant ce temps-là, on a vu que des routes étaient coupées, barricadées, des ponts étaient levés, on commençait à creuser des tranchées à Moscou. Le lundi était déclaré déjà comme un jour chômé. Le bilan du raid, c'est quand même 6 hélicoptères abattus, 13 à 20 militaires russes tués, 2 véhicules capturés et un avion du centre de commandement aéroporté abattu. Et au final, tout s'arrête juste devant Moscou, apparemment, puisque Prigojine dit « Ah, c'est bon, j'ai eu Loukachenko au téléphone, j'ai obtenu ce que je voulais dans mes négociations, et donc on part, on va pas verser de bain de sang, donc en plus il se veut grand seigneur. Et je me barre en Biélorussie, où je vais construire donc visiblement un centre pour accueillir environ 8000 hommes justement de Wagner, pendant qu'une autre partie sera elle mobilisée en Afrique, et encore une grosse partie sera absorbée par le ministère de la Défense russe et donc remobilisée sur le front en Ukraine. Et d'ailleurs, les charges donc contre Wagner et Prigojine ont été abandonnées. Donc après, je sais pas, il est peut-être pas à l'abri d'un petit sniper qui regarde à sa fenêtre, j'en sais rien. Mais en tout cas, officiellement, c'est le cas. Les charges ont été abandonnées contre Prigojine. Donc déjà, qu'est-ce que vous êtes dit déjà samedi matin quand vous avez vu ces informations, ou même déjà vendredi soir, c'était un peu d'actualité? Il y a plusieurs façons de répondre, mais la plus simple, c'est quand même de dire, quand il s'agit de l'Ukraine, vous avez 2 sources d'information, les chaînes officielles françaises ou américaines, et YouTube. Et les messages qu'on entend dans les deux sont complètement différents. Donc, j'ai été voir un petit peu ce qui se disait sur les chaînes officielles, et on m'annonçait de façon imminente la chute de Poutine et le début d'une nouvelle révolution de je sais pas quoi, de couleur en Russie. Et de l'autre côté, ils avaient l'air de penser que c'était plutôt une manœuvre de Poutine. J'ai pas très bien compris à quoi elle servait, mais enfin, voilà. Donc, j'ai écrit un papier justement samedi dernier, au dimanche, en disant, écoutez, mon ignorance ne le dit plus que mon incompétence, là, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais par contre, on va essayer de réfléchir ce que ça veut dire pour quelque chose de très très important qui est le pétrole. Si Poutine perd,
s'il est viré, s'il y a un changement de régime, comme l'appellent les Américains, il est probable que ceux qui vont gagner vont demander que la Russie soit fracturée en différents États. C'est-à-dire que ça fait partie des revendications de Brzezinski, qui était le gars qui a fait toute la politique économique pour la politique diplomatique pour les démocrates il y a 30 ans. Et donc, si c'est le cas, comme la Russie est un des pays les plus importants exportateurs de pétrole, il va y avoir des problèmes absolument monstrueux d'appartenance du pétrole. C'est-à-dire, il y aura celui où on le trouve, qui va exiger du pognon, puis ensuite il y aura le pipeline, le pipeline passe, et puis l'arrivée, et puis le départ, et puis les centres de paiement. D'intermédiaires. Il y aura des gens qui vont tous vouloir une part de gâteau, et donc ça veut dire que ça va devenir très difficile d'exporter du pétrole à partir de la Russie, quoi. Ce qui, c'est une nouvelle épouvantable pour le reste du monde, parce qu'à ce moment-là, le prix du pétrole va aller faire un tour à 200 ou à 300. Donc je dis, si c'est Poutine qui perd, il y a beaucoup de gens qui vont perdre avec lui, y compris nous, quoi. Si c'est Poutine qui gagne, ça sera... il se passera pas grand-chose. Et c'est tout. Mais je vais vous dire quelque chose, à quel point je me méfie maintenant de tout ce que je lis, tout ce que j'entends et tout. L'Ukraine était en train de lancer une offensive dont elle nous parlait depuis très très longtemps. Ouais. Et donc, j'en arrive à me demander si dans le fond la Russie n'a pas monté un coup pour dire il y a Poutine qui est en difficulté, ce serait le moment de lancer l'offensive, il faut mettre le paquet maintenant. Et puis on les attendait avec tous les avions, et ils se sont fait massacrer, les pauvres, comme des lapins sur une autoroute, quoi. Donc je me demande si c'était pas une manœuvre de guerre psychologique pour, dans le fond, faire sortir toutes les troupes ukrainiennes du bois en se disant, puisqu'il n'y a plus de commandement, on va maintenant mettre le paquet. Et si c'était le cas, ça a marché. Moi, alors effectivement, je constate aussi ce que vous avez vu, c'est-à-dire qu'effectivement il y avait la télévision et il y avait en quelque sorte les réseaux sociaux avec les médias alternatifs. Et alors alors la télévision, c'était un petit peu gênant quand même, parce que les journalistes avaient tous un petit peu un sourire en coin quand même, en se disant Poutine va peut-être dégager, ce qui n'avait rien de réjouissant, si c'était pour être remplacé par Prigojine, parce que si c'était pour que la Russie parte en pièces détachées. Ouais. Je vois pas ce qu'il y en avait les uns et les autres à y gagner, quoi. Ouais, mais a priori, en plus de ça, si quand même Poutine, qui, je le rappelle, quand même dans son pays, est une sorte de centriste, je veux dire, s'il est remplacé par un gars à la tête quand même d'une milice armée paramilitaire, je trouve que c'est un petit peu inquiétant, parce que surtout que la plupart de l'armée et la plupart de ces gars-là n'arrêtez pas de dire à Poutine qu'il ne frappait pas assez fort en Ukraine. Oui, exactement. Donc ça voulait dire une intensification brutale de la guerre en Ukraine. Oui, absolument. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est absolument pas une bonne nouvelle, évidemment. Donc effectivement, ça c'était très gênant. Et d'un autre côté, sur les médias alternatifs, alors j'ai vu deux thèses différentes dans la journée, et il y en a une qui était plus présente en France et une qui était plus présente aux États-Unis. Et en fait, dans la journée, certains pensaient que tout simplement la CIA ou les services extérieurs américains avaient racheté Wagner pour faire un coup d'État. Bon, apparemment, ça me paraît compliqué comme thèse. Et effectivement, il y a cette thèse selon laquelle c'était une sorte de mise en scène. Celle-là, j'ai quand même beaucoup de mal à y croire à cause de justement tout ce qui s'est passé, les routes barrées, le jour chômé, Moscou qui se préparait quand même à un siège. Je pense que tout ça c'était réel et c'était pas une mise en scène. Et derrière, si l'objectif, selon moi, c'était justement de faire basculer les Ukrainiens beaucoup plus devant, à mon avis, ça aurait duré beaucoup plus longtemps. Et je pense que les résultats auraient été beaucoup plus concrets que ce qu'il y a eu. Donc j'ai du mal à croire à ça. Alors après, derrière, ça n'empêche pas Poutine de se servir de ce qui s'est passé pour justement tirer les événements et ces difficultés potentielles à son avantage. Mais j'ai un petit
peu du mal à croire l'une de ces deux thèses. À mon avis, c'était réellement un coup de pression énorme de Prigojine qui s'en était expliqué sur son canal Telegram, qui disait voilà, Wagner allait être dissous le 1er juillet. J'étais pas content, du coup voilà, j'ai mis un énorme coup de pression et derrière j'ai obtenu quelques trucs que je voulais, et d'ailleurs justement il a pu conserver des hommes qui vont être en Biélorussie et en Afrique. La frontière de la Biélorussie est à 100 km de Kiev. Oui. Donc il va se retrouver avec 6 ou 8 000 hommes à 100 km de Kiev. Bon, je sais pas. C'est peut-être une façon d'amener des troupes de Wagner en Biélorussie, quoi. Oui, en tout cas, oui, c'est un effet, en tout cas, de ce qui s'est passé, effectivement. En étant en Biélorussie, à la frontière biélorusse, il est effectivement pas très loin de Kiev, à une centaine de kilomètres. Ouais. Enfin, donc tout ça, comme toujours, vous savez ce que disait Churchill de l'Union soviétique ou de la Russie, il disait c'est un mystère. It's a mystery wrapped into an enigma. C'est un mystère enveloppé dans une énigme. Donc, c'est-à-dire que, dans le fond, quand on regarde la politique russe, tout le monde se gratte la tête en se disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi qu'est-ce qu'ils font, on ne comprend pas très bien. Mais parfois, la réponse, c'est il n'y a peut-être rien à comprendre, c'est peut-être juste un mec qui a pris un coup de sang. C'est vrai. Et puis voilà, et ensuite, il s'est rendu compte qu'il a fait une ânerie, et puis il est parti, il a filé en Biélorussie. Voilà, c'est peut-être juste un gars qui a pris un coup de sang. Oui, non, mais tout à fait. Hein, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de grande manœuvre derrière. Ouais. Moi, j'ai du mal à croire. Il avait dû trop picoler la veille. Ouais, j'ai du mal à voir ces grandes manœuvres, justement. Enfin, en fait, on l'a vu, la manœuvre. Il y a pas, selon moi, de trucs particulièrement cachés. À mon avis, on a vu ce qui s'est passé. On a un chef paramilitaire qui a pris plusieurs milliers d'hommes pour mettre un énorme coup de pression à son premier client, qui est donc l'État russe. Il n'était pas content parce que sa milice allait être dissoute. On peut tout à fait le comprendre, et il a obtenu effectivement des gages. En plus de ça, alors il voulait apparemment la démission aussi de Shoigu. Ouais. Alors ça, on sait pas trop aussi ce qu'il en est. Il y avait des sources qui disaient effectivement il va être débarqué du ministère de la Défense, d'autres qui disent aujourd'hui finalement non, il reste en place. Bon, on sait pas trop ce qui va se passer par rapport à ça. Si effectivement, selon moi, Shoigu dégage, c'est une victoire au moins symbolique pour Prigojine, hein, sur l'État russe. Si en revanche il reste au pouvoir, c'est une manière de sauver un peu la face pour Poutine, je pense. Mais aussi la question que je me pose, c'est que pensent parce que justement il y a une mentalité russe qui est quand même assez particulière, et c'est pour ça qu'il y a une raison russe qui parfois nous échappe, parce que c'est peut-être pas notre conception de la rationalité, et justement du bien fondé de certaines décisions politiques ou même décisions personnelles. Si je me dis, dans la mentalité russe, Poutine est apprécié en grande partie parce que c'est un homme fort, très fort. Et je sais plus qui disait, l'autre jour j'avais vu un mec sur Twitter dire en Russie il n'y a pas vraiment de bons et de mauvais dirigeants, il y a surtout des dirigeants faibles et des dirigeants forts. Je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Et je me demande si Poutine ne peut pas un peu baisser dans l'opinion, justement en apparaissant un peu faible lors de ce genre d'événements. Au contraire, derrière, Prigojine paraît beaucoup plus fort et beaucoup plus affirmé. Il n'est pas crédible, il n'a pas la connaissance de l'état profond russe qu'a Poutine. C'est-à-dire que, non, pour moi, s'il y a pas de... Tout le monde m'explique que Poutine va voir son prestige baisser. D'abord, comment va-t-on le mesurer ? Et puis ensuite, c'est extraordinaire comme les gens dans l'ensemble, dans l'Occident, sont devenus personnalistes. C'est-à-dire qu'ils pensent que si on se débarrasse de Poutine, tout va aller à nouveau très bien. Mais ils ne se rendent pas compte que ce que disait Lord Salisbury, le Premier ministre anglais, les nations n'ont pas d'amis, elles ont des intérêts que le gouvernement doit défendre. Donc pour l'instant, la nation russe est défendue par Poutine, mais c'est pas parce que vous remplacerez Poutine que vous allez changer les intérêts fondamentaux de la Russie. Et les intérêts fondamentaux de la Russie, c'est que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN, point barre. Donc,
qu'on change Poutine et qu'on le remplace par un Poutine bis, le seul danger, c'est que le type qu'on mette soit moins expérimenté, moins patient que Poutine, et décide de nous rentrer dedans, parce qu'il en a marre. Donc pour moi, tous ces gens qui disent qu'il faut se débarrasser de Poutine et tout ira mieux, je suis pas sûr du tout. Moi, Ah non, moi non plus. Hein. C'est la vieille histoire, vous connaissez, de le tyran de Syracuse, là, qui se rend compte qu'il y a une dame qui prie pour lui tous les jours. Vous l'avez raconté ou pas? Non. Je crois pas. Bah, c'était dans la Grèce antique, il y avait le tyran de Syracuse, qui est Denis, qui était un très méchant. Donc il apprend qu'il y a une dame qui priait pour lui. Donc il a fait venir, il dit « Pourquoi vous priez pour moi ?» Elle dit « Écoutez, c'est très simple. Votre grand-père, Denis, c'est qui s'appelait Denis, s'appelait tous Denis, était un homme abominable, donc j'ai prié pour qu'il soit assassiné. » Bon. Il a été assassiné, donc votre père est venu, il était encore pire que le grand-père. Et donc j'ai prié pour qu'il soit assassiné. Il a été assassiné, et puis ensuite c'est vous qui êtes venu, vous êtes le pire des trois. Donc maintenant je prie pour vous, parce que si vous étiez remplacé par exemple votre fils, ce serait encore pire, quoi. Donc il faut faire attention à ce qu'on demande, c'est-à-dire que remplacer Poutine, c'est peut-être une bonne idée, mais c'est peut-être, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, quoi. Donc moi ce que je dis aux gens, c'est faites gaffe à ce que vous demandez, parce que vous pourriez peut-être l'avoir, quoi. Oui, non, mais tout à fait. C'est pour ça que je trouvais ça très gênant, justement, cette attitude sur les plateaux télé. Surtout que, en plus de ça, il y a un an, enfin, depuis plusieurs mois, justement, certains journalistes de plateau se demandaient est-ce que finalement, dégager Poutine, ce serait une bonne chose? On pourrait avoir pire. Regardez, par exemple, il y a le chef de Wagner. Et là, au moment où, justement, la potentialité se présente, ils avaient l'air, ils avaient tous quand même un petit sourire en coin. Je dirais pas qu'ils étaient contents, mais enfin, je pense que ça les faisait un peu rire, quoi, d'imaginer quand même Poutine se faire dégager. Je crois que le but, c'est ça, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont raconté n'importe quoi sur l'Ukraine, mais ça, tout le monde le sait, et que ça leur donnait une occasion, si Poutine était viré, de vous dire, voyez, on vous avait bien dit, et c'est nous qui avions raison. Ouais. Donc, c'est des gens qui se sont trompés et qui espéraient, envers et contre tout, qu'enfin, ils allaient avoir raison sur quelque chose et que ça leur permettrait de se sortir avec les honneurs de la guerre. Ouais, mais je crois pas. Prix, derrière, Mais c'est ça. Mais donc, c'était vraiment une petite réunion d'orgueil mal placé, mais ces gens sont incompétents, c'est tout, quoi. Ouais. Mais du coup, traitement médiatique assez curieux quand même de cette affaire. J'ai vu un général français qui annonçait sur la radio ce matin, je sais pas quoi. Un général français, je sais pas qui c'est, parce que il y a plus de généraux qu'il n'y a de régiments en France maintenant, donc il doit y en avoir un paquet, qui annonçait que la Russie était en train de perdre la guerre en Ukraine. Donc je me dis, mais bon, on n'a pas les mêmes informations. Ouais. Oui, c'est un peu exagéré, je pense, de dire que non, mais il était tout à fait affirmatif, la Russie était en train de perdre la guerre en Ukraine. Je lui disais, bon. Donc apparemment, ce que j'ai lu, qu'il y avait 7 fois plus d'Ukrainiens qui étaient tués que de Russes. Enfin, bref, il y avait des tas d'informations de valeur sérieuse qui ont été corroborées par The Economist, etc., qui semblent montrer que ce gars-là avait tort. Mais donc, vous avez toute une série de gars qui font dans le média, mais ils peuvent être généraux, qui n'ont pas peur de dire des bêtises comme eux et qui n'ont pas plus d'informations privilégiées que moi, quoi. Ouais. Donc je suis surpris de voir des gars risquer leur... je sais pas comment ils sont payés pour dire ça. Oui, moi non plus, j'ai pas les contrats. Mais si on se met quand même à la place justement de l'Ukraine, enfin même si on se met à notre place, je veux dire... je ne saurais dire quelle est la pertinence de cette comparaison, mais moi ça m'a fait penser un peu justement à la montée de Bonaparte au pouvoir. Je me suis dit ça se trouve les dirigeants et les intellectuels des autres nations d'Europe qui étaient en guerre avec nous étaient peut-être très contents que le régime de la Révolution justement s'effondre et que Napoléon les remplace. Derrière, c'était pas une bonne nouvelle pendant au moins une bonne quinzaine d'années, quoi. Oui, jusqu'en 1815, oui. Non, mais c'est ça, c'est que y a des choses qui me laissent absolument pantois. Moi, c'est par exemple l'Angleterre est vent debout contre la Russie. Elle est bien plus encore sévère que les États-Unis. Les premiers ministres anglais n'arrêtent pas de... Et je sais qu'au 19e, le grand jeu entre la Russie et l'Angleterre, il fallait empêcher la Russie d'avoir accès à l'Inde. Ça s'appelait The Great Game, vous savez, le grand jeu.
Et il fallait empêcher la Russie d'arriver jusqu'au canal de Suez aussi, qui était la route vers l'Inde. Donc il y avait une hostilité constante de la diplomatie britannique vis-à-vis des Russes. Bon, l'Angleterre n'est plus en Inde. Le canal de Suez, ça ne sert plus à grand-chose. Et il continue sur la même diplomatie. C'est-à-dire que ça me rappelle exactement le but de la diplomatie française qui, depuis 3 siècles, depuis Richelieu, était de détruire l'Autriche-Hongrie. C'est ce qu'ils ont fait très bien après la guerre de 1914-1918. Et ce qui a foutu en l'air toute l'Europe, parce que du coup, le seul pendant à la Prusse a été foutu en l'air. Donc, je constate avec stupéfaction que vous avez des institutions comme le ministère des Affaires étrangères français ou anglais qui restent avec des espèces de schémas mentaux qui ont dominé depuis 2 siècles et qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité. Ouais, qui n'évoluent pas. Qui n'évoluent pas. Et les types disent il faut se payer la Russie. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que la Russie arrive à l'Inde. Oui, mais attendez, nous, à l'époque, c'était nous qui occupions l'Inde. Maintenant, l'Inde, on n'a plus rien à voir. On est parti. Donc, vous vous dites, il y a quand même des gars bizarres. Hein. Ils ne changent pas leur façon de penser en fonction de l'évolution du monde. On leur a mis une espèce de logiciel dans la tête. Il faut empêcher la Russie et l'Inde d'aller faire alliance. Bon, c'était utile il y a 2 siècles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Parce que moi, c'est ça qui me surprend, c'est la permanence de schémas mentaux. Et je l'ai très bien vu dans l'histoire du dernier dossier que je viens de présenter avec Emmanuel là, sur la désindustrialisation de la France. Ben, vous vous rendez compte que chaque fois qu'il y a une crise, le même schéma mental arrive à chaque fois. La solution, c'est plus d'État. Vous voyez, s'il y a une crise, c'est que le secteur privé fait pas son boulot. Ouais. Donc, on va remplacer le secteur privé par le secteur public et ça marchera mieux. Ouais. Ils ne se rendent pas compte que la crise a été créée par la hausse précédente du secteur public. Donc, quelle que soit la crise, ils vous disent il faut plus d'État. C'est ce que vient de dire Madame Le Pen, par exemple. C'est vrai, oui. Et donc, je me dis, sauf qui peut, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est la permanence de ces États inscrits dans les gènes. Et je crois que c'est dans le fond, être un esprit de libre, c'est d'être capable de changer ces états, ces états mentaux en fonction de la réalité. Oui. Bah oui, je pense que la liberté de l'esprit, c'est aussi vous n'êtes pas encombré peut-être même d'abord vis-à-vis de soi-même, et donc, être capable d'évoluer. Et donc je reviens pas, je me dis bon. Alors là, par exemple, tout le monde se réjouissait de la chute du tyran. C'est pas Staline quand même. Hein. Il a été élu, enfin il a été réélu. Il y a une chambre, je sais pas si elle est très efficace. Enfin, c'est quand même pas. Donc, appeler tyran Poutine, ça paraît bizarre. Bon, oui, c'est très exagéré. C'est un autoritaire, mais oui. C'est pas un dictateur. C'est pas un dictateur et c'est pas un totalitaire. Quoi. Ouais. C'est pas... Oui, non, pas du tout. On est tous en l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont en train de repartir. Ça y est, on a le droit, on doit se battre contre le danger communiste qui vient de Russie. Moi, à mon avis, le danger qui vient de Russie, ce serait le danger de rechristalisation. Éventuellement, peut-être. Peut-être. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils en vendent beaucoup contre, hein, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que extraordinaire. Donc cette capacité à répéter des vieux slogans qui n'ont plus lieu d'être me laisse pantois, moi. Oui, c'est vrai. Oui, il y a une permanence effectivement de ce genre de vision. Peut-être qu'en Angleterre, c'est vraiment exacerbé par le fait qu'il se tourne encore plus qu'avant vers les États-Unis. Oui. Doit y avoir de ça là-dedans. Effectivement, c'est un peu frustrant. Ça montre quand même une incapacité, je pense, à réfléchir tout seul en fonction des événements et non pas juste et en même temps, la presse bocal. La presse, elle devrait être remplie de gens qui peuvent réfléchir par eux-mêmes et qui vous expliquent des solutions différentes, de façon à ceux qui sont au pouvoir puissent lire ces articles et peut-être améliorer leur façon de penser. Mais la presse est encore plus dépendante de ces schémas de pensée que les gens au pouvoir. Donc, on se dit, la presse, c'est devenu une espèce de bras armé de la connerie au pouvoir, quoi. Mmh. Oui, c'est vrai que la presse a un énorme rôle de légitimation du pouvoir aujourd'hui, et non pas l'inverse. Alors qu'effectivement, on devrait avoir beaucoup plus de critiques du pouvoir dans la presse. Effectivement, on n'en a pas suffisamment, et ça se voit sur les chaînes d'info.
quand même, je dirais bien 80% du temps sur BFM TV et sur LCI, c'est consacré quand même à la justification de toutes les actions du gouvernement, en très très grosse partie. Voilà pour la Russie. Ensuite, on a un sujet un petit peu lourd avec ce qui se passe en ce moment, avec cette histoire qui s'est passée à Nanterre. Donc pour remettre un petit peu de contexte, donc c'était mardi, le jeune Naël, 17 ans, s'est fait tuer d'une balle par un policier à Nanterre. Alors qu'est-ce qui s'est passé juste avant? En fait, la police tentait de l'interpeller. Il était sur une voie de bus. L'intéressé donc prend la fuite. Les motards le prennent en chasse. Naël met en danger sur sa fuite un piéton et un cycliste. Ensuite, les policiers le rattrapent, il est bloqué, il est mis en joue, ce que je considère comme normal face à un individu avec ce comportement. Et ensuite, le véhicule redémarre, et c'est là que le policier lui tire dessus. Et cette balle s'avère fatale, et donc le jeune Naël, 17 ans, meurt. S'ensuivent derrière plusieurs émeutes, donc notamment à Nanterre. Les députés, notamment de la France Insoumise, viennent voir les habitants de la cité Picasso, n'appellent pas au calme. On a la mère aussi du petit Naël qui fait une vidéo dans laquelle elle met en cause la police. Il y a plusieurs célébrités qui parlent de l'affaire, des footballeurs. On a Mathieu Kassovitz aussi qui a fait une vidéo dans laquelle il pleure un peu. Et je rappelle d'ailleurs à cette occasion, pour faire un petit peu une comparaison, que j'avais vu que donc le jeune Romain, 26 ans, donc qui pour le coup est un caucasien, un français de souche, avait été tué par la police suite à un refus d'obtempérer. Il n'y avait pas du tout eu d'émeute suite à ça, et la mère aussi de l'intéressé sur Facebook avait publié un message dans lequel elle en voulait beaucoup plus à son fils qu'au policier qui lui a tiré dessus. Elle avait dit pourquoi tu as fait ça. Alors évidemment on peut considérer, je considère quand même à un certain degré que peut-être le policier n'aurait pas dû tirer, peut-être qu'il aurait dû tirer de manière plus professionnelle. Je ne sais pas, honnêtement. C'est sûr, c'est regrettable dans l'idée que pour un refus d'obtempérer, un mineur, surtout un mineur, décède. Maintenant, c'est sûr que il s'est mis quand même dans une position extrêmement délicate. On ne savait pas qu'il était mineur puisqu'on conduisait une voiture. Ah non, mais bien sûr, le policier pouvait pas savoir qu'il était mineur. Ça, c'est évident. 18 ans pour conduire une voiture, non ? Et après, beaucoup de gens ont dit, je pense, dans l'idée, ils ont raison, on mérite pas de mourir pour un refus d'obtempérer. Cependant, il n'y a pas eu un seul refus d'obtempérer de la part du gars. Il y en a eu 5 depuis 2021, dont le dernier le week-end juste avant. Il a 15 quand même antécédents judiciaires. Il était connu des services pour recel et rébellion contre des policiers, pour utilisation de fausses plaques d'immatriculation et pour circulation sans assurance. Donc voilà, on a quand même un profil de délinquants récidivistes qui, c'est sûr, multiplie les situations dans lesquelles il se met en danger. Donc forcément, il augmente ses chances de mourir de la sorte. Donc en l'occurrence, il est mort. Derrière, il y a eu donc beaucoup d'émeutes. Il y a même eu une minute de silence à l'Assemblée pendant la journée. Donc je trouve que là-dessus, nos dirigeants ont voulu, parce que Darmanin et Madame Borne aussi ont mis en cause le policier, ont préféré mettre en cause l'institution que le gars qui ne se soumet pas aux ordres de la police. Ce que j'ai trouvé très limite, juste 3 ans après avoir envoyé des gendarmes contrôler les plages avec des fusils pour savoir si tout le monde avait bien un masque ou pour savoir si tout le monde avait son attestation. Je trouvais ça quand même un peu culotté de leur part de prendre cette position-là hier, mercredi. Et donc, pour paraphraser Churchill dans un moment célèbre, je crois qu'ils ont voulu choisir... Ils ont voulu acheter la paix au prix du déshonneur, et finalement, ils ont la guerre et le déshonneur. Donc là, cette nuit, les émeutes ont vachement empiré.
Donc il y en a eu en région parisienne, pas que à Nanterre, il y en a eu à Lyon, à Marseille, il y en a eu près de Lille. Pour l'instant, le bilan est le suivant. Évidemment, il n'est pas du tout exhaustif. Il y a un tramway de la ligne 6 de la RATP qui a été incendié au niveau de Clamart. Il y a plusieurs mairies, commissariats, infrastructures qui ont été incendiés. Un émeutier a tiré au fusil à pompe sur une caméra de vidéosurveillance à Vigneux-sur-Seine. Des émeutiers ont tenté de pénétrer dans la maison d'arrêt de Fresnes. Il y a donc même le RAID qui est intervenu, qui s'est rendu sur place. Des casques de CRS auraient été dérobés dans une mairie à proximité de Lille. Des émeutiers ont découpé à la disqueuse un distributeur automatique de billets à Agnières-sur-Seine. Un camion a été volé et incendié à Aulnay-sous-Bois. Le Lidl de Wattrelos a été incendié et complètement détruit. Un policier a été victime de plusieurs tirs de mortier d'artifice dans le dos par un émeutier à Nanterre, et le commissariat de Bagnolet a été saccagé et incendié. Alors tous ces trucs-là que je viens de citer, on le sait parce qu'il y a eu des vidéos. Voilà, les mecs se filment eux-mêmes, donc il faut imaginer que il y a aussi tous les trucs qu'on n'a pas forcément vus en vidéo ou qu'on voit en vidéo mais qu'on a du mal à identifier. Parfois aussi, il peut y avoir des vidéos qui ressurgissent d'il y a plusieurs années qui ne datent pas forcément du même jour. Donc ça aussi, ça peut être à prendre avec des pincettes. Donc j'ai vu ça, je me suis dit déjà, est-ce qu'on a déjà connu une nuit avec autant de violence d'une telle intensité, parce qu'il y a eu les émeutes de 2005, donc quasiment il y a 20 ans. Mais bon, moi en 2005, j'étais pas là, et puis aussi il y avait pas forcément les réseaux sociaux, donc on pouvait pas avoir autant de documentation là-dessus. Quel est votre ressenti là-dessus? Est-ce que vous avez déjà vu des événements de telle ampleur? Des émeutes, oui, c'est difficile de juger de la gravité. Ouais. Mais il y en avait eu, quand on avait eu 3 gars qui avaient été brûlés dans un container, dans un cathéter, là, je sais plus où. Ouais. Il y en a souvent eu. Mais pour moi, c'est pas tellement ça la question. La question, c'est, bon, comme on l'a dit souvent ici, l'État a le privilège de la violence légitime. Absolument. Donc c'est son. Et pour exercer ce privilège, l'État dispose de l'armée, de la police, de la justice et de la prison. Donc c'est très bien. Mais il semble que pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, depuis une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, l'État a du mal à imposer sa volonté quand il s'agit de la violence légitime. En quelque sorte, il y a toute une partie de Français, y compris dans le domaine politique, la NUPES en est un bon exemple, qui dénie à l'État cette possibilité d'utiliser la violence pour faire régner l'ordre. Donc il le dénie carrément. Et en le déniant, comme ils le font, ils mettent automatiquement en accusation celui qui est chargé de faire régner l'ordre, c'est-à-dire la police, en attendant que ce soit l'armée. Mais là, vous avez un vrai problème, c'est que si les représentants de l'État, lorsqu'une tentative est faite de ramener l'ordre avec ce qui semble être une infraction, la tentative de fraude, bon, il y a eu une victime, mais si les représentants au niveau le plus élevé de l'État prennent la défense de la victime et non pas de la police, il va automatiquement arriver à un moment dans un avenir pas trop lointain où la police refusera de sortir. C'est-à-dire que la politique menée par le président de la République, Mme Borne et M. Darmanin, amène automatiquement une espèce de grève de la police qui dirait, écoutez, nous, on ne va pas aller... Bon, ça brûle à Nanterre, mais si ça vous fait rien, on va rester dans nos commissariats bien au chaud et aller vous faire cuire un œuf, puisque chaque fois qu'on intervient... Donc, vous êtes à un moment... Le pouvoir en place a intégré ce fait que la police était dangereuse. Elle est fasciste, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et dans la prochaine grande grève des gilets jaunes ou verts ou marrons, j'en sais rien, vous risquez d'avoir le pouvoir qui aura besoin de cette police. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, si la police lui dit allez vous faire cuire un œuf, donc tous les régimes faibles qui n'ont pas respecté l'obligation de exercer les privilèges régaliens avec dureté tombent toujours quand la police fait grève. Et donc maintenant,
compte tenu de cette réaction imbécile de Darmanin et de Borne, de mettre en accusation la police, ce qui est une erreur juridique, parce que tant qu'il n'y a pas eu l'enquête, Ouais. ni le président de la République, ni la Première ministre n'est autorisé à faire la moindre communication sur le sujet, puisqu'il y a une enquête en cours. Donc, légalement, il devait dire, écoutez, laissons le juge faire son boulot, je trouve ça très dommage pour la maman, mais enfin bref. Donc là, ils ont dit qu'ils ont pris parti. Ils ont pris parti contre la police et contre ce qui est leur devoir d'État de maintenir l'ordre. Oui. Ils sont fous. Ils sont fous. Ouais. On a des incompétents qui vont finir par nous amener à force d'incompétence à une grève de la police. Et alors à ce moment-là, quand les gens se rendront compte que la police n'arrivera en aucun cas, c'est là où les pillages vont commencer sérieux, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Aujourd'hui, les Français ont encore l'impression que si il y avait des pillages organisés, je sais pas où, à Nanterre ou à Neuilly, parce que c'est pas bien loin, hein. Nanterre et Neuilly, c'est pas très loin. Oui, bien sûr. Ben, le jour où les foules de Nanterre viendront piller Neuilly, si la police vient pas... Ah bah ça va faire moins de macronistes d'un coup, je pense. Mais en même temps, si vous voulez, c'est simplement que, encore une fois, ce que disait Richelieu, c'est qu'on ne gouverne pas un royaume innocemment. Donc, il y a des moments où vous devez donner l'ordre à la police de taper, Ouais. et vous n'avez pas à avoir d'état d'âme, sinon vous ne deviez pas vous présenter à la présidence. Ouais. Donc, c'est cette espèce de truc d'être à la fois, encore une fois, je suis responsable de la police, c'est à moi de donner l'ordre de taper, mais finalement, je trouve que le flic, il a exagéré. Ouais. C'est une position indéfendable. C'est absolument défendable. Quand on est ministre de l'Intérieur, on représente la police. Le président de la République. Oui, et le président de la République aussi. Si vous n'êtes pas capable de défendre la police, si vous pensez que l'institution effectivement est problématique, vous démissionnez. Ben vous démissionnez, vous allez faire autre chose. Sinon, vous défendez la police quoi qu'il arrive. Vous dites, attendez, vous l'avez dépassé, il y a eu une erreur qui est prouvée, mais en attendant, il y a eu un gars qui a fait ce qu'on peut appeler un délit ou un crime, qui a ramassé une balle, et c'était la 5e injonction de s'arrêter. Donc, il faut qu'il y ait une enquête menée par un pouvoir indépendant de la justice pour savoir quelle est la responsabilité du gars qui a tiré cette balle. Mais est-ce qu'il a outrepassé ses pouvoirs? Mais, encore une fois, le président de la République n'a pas à faire un commentaire sur une enquête qui est en cours. Il n'a rien à dire. Mmh. Il faut absolument... Donc, encore une fois, chaque fois que je les regarde agir, je me dis ce sont des amateurs démagogues. Mmh. Oui, c'est extrêmement démagogique. Mais d'ailleurs, en plus de ça, c'est vraiment c'est vraiment ne pas connaître, je trouve, les mouvements justement d'émeutes, etc. Parce que justement, c'est ce qui pousse c'est aussi ces gens à autant d'impunité. C'est quand on sent que même le ministre de l'Intérieur ne soutient pas la police, c'est très encourageant pour justement tous les émeutiers et pour tous ceux qui ont brûlé Qu'est-ce qu'il faisait dans une voiture à 17 ans j'imagine qu'il avait volé cette voiture, non? Alors, je sais pas si c'était une voiture volée. Il paraîtrait que c'est une voiture, un de ses cousins qui l'a pris en Pologne, ou je sais pas exactement ce que c'est une voiture volée, quoi. Enfin, ouais, en tout cas, apparemment, elle était pas correctement immatriculée. Enfin, bref, oui, ça sent pas la légalité à plein nez, tout ça. Donc, il avait pas à conduire puisqu'il avait pas 18 ans. Oui, absolument. Oui, il avait et aussi, oui, à mon avis, c'était pas son premier coup, puisque effectivement, il avait plusieurs fois conduit des véhicules non assurés, des véhicules mal immatriculés. Il faisait du recel de plaques d'immatriculation, de fausses plaques d'immatriculation. À 17 ans, c'est quand même étonnant. À 17 ans, c'est un délinquant enregistré depuis 2020. Donc, sachant qu'on est en 2023, il va avoir 14 ou 15 ans. Problématique quand même, le gars. Et derrière, je trouve que c'est d'une impudeur et d'une indécence. Évidemment, je peux comprendre la douleur de la mère.
mais je trouve ça extrêmement indécent Et on de tout retrouve remettre sur toujours la la même police. chose. Enfin, je sais pas, puisque je connais pas le dossier, mais ça va. Le fait de pas savoir m'a jamais empêché de parler. Hein. Mais le plus gros marqueur de la criminalité masculine dans tous les pays, c'est l'absence de père. Ouais. Donc, d'après ce que je comprends, on a beaucoup entendu parler de la mère, mais où est le papa là? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un papa, etc. Est-ce que par hasard, on se retrouve encore une fois devant un cas de criminalité qui est littéralement engendré par l'État, qui a remplacé le père à l'intérieur d'un ménage, quoi. Ouais. Sauf que ça marche pas bien. Ça, on l'a vu, c'est ce que dit Thomas Sowell, il dit ça marche jamais. Non. Donc, est-ce que c'est pas le résultat de ces politiques sociales qui cherchent à subventionner les femmes pour qu'elles soient plus dépendantes des hommes? C'est possible. Mais il est rare qu'un crime comme ça n'ait qu'une cause. En général, il y a une multitude de causes qui amènent à un personnage comme celui-là. Ben, l'une d'entre elles, c'est peut-être justement le fait que ce gars n'avait pas de père. C'est à vérifier. Oui, c'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible. Pas de père ou un père très, très absent ou peut-être un père en prison, c'est encore pire. Oui, c'est tout à fait possible. Ouais, c'est ça la question. Donc, ce genre d'incident, si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est le côté répétitif. On a l'impression que les gens, on appuie sur un bouton et le type de gauche commence à sortir sa litanie, le type de droite sa litanie, le policier son truc, le chef de la République son truc. Donc on a l'impression qu'ils ont des espèces de préenregistrements et que dès que le cas se produit, ils nous sortent ce qui a été préparé par la conseillère en communication. Mmh. Mais on se dit, c'est pas ça le chef d'État, quoi. Mmh. Et c'est ce que disait encore une fois De Gaulle de ce pauvre président de la Troisième République, quand il avait rendu visite le président, l'ancien président de la République, quand il avait rendu visite de Gaulle en 1945, De Gaulle avait écrit dans ses mémoires, le président vint me rendre visite, le problème c'est qu'il était chef de l'État, le problème c'est que c'était pas un chef et qu'il n'y avait pas d'État. Eh bien, nous y sommes. Monsieur Macron n'est pas un chef, et il n'y a plus d'État. C'est-à-dire que les gens qui devraient avoir peur de l'État, comme disait Clémenceau, il disait il faut que les crapus aient peur et que les gens honnêtes vivent dans la tranquillité. Et aujourd'hui, on est dans le système inverse. Absolument. Les crapules n'ont pas peur et les gens honnêtes vivent dans la peur. C'est ce qu'on peut appeler la narcotyrannie. C'est un concept. La narcotyrannie, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, face aux gangs, face aux cartels, face aux criminels, on va se coucher parce que justement, en fait, on entérine complètement l'idée selon laquelle il y a des zones de non-droit et donc on n'y va pas. Et en revanche, derrière, justement, sur tous les gens qui vont être beaucoup plus honnêtes, eux, effectivement, on va leur demander de payer des contraventions, eux, on va leur demander des taxes, eux, on va leur demander des impôts, on va leur demander plein de trucs. Alors ça, par exemple, pour contrôler si vous avez un petit cabanon ou une piscine par le biais de l'intelligence artificielle, ça, on y va à fond, mais pour vous taxer dessus, si jamais vous l'avez pas déclaré. En revanche, effectivement, on ferme très largement les yeux sur le trafic de drogue. Et d'ailleurs, on se souvient que c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle ça ne va pas durer, ce truc-là. C'est le trafic de drogue. En 2005, une des causes aussi pour lesquelles justement les banlieues se sont beaucoup soulevées, c'est parce que le trafic de drogue était un peu en difficulté par l'action de Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, on sait très bien que c'est une manière d'acheter la paix sociale, de dire on va laisser le trafic se faire, parce que bien les trafiquants n'ont pas du tout intérêt à ce qu'il y ait des émeutes, puisque derrière, justement, s'il y a des émeutes, ça veut dire des interventions des CRS, de la police, etc. Et donc des contrôles, et donc peut-être on va perdre des tonnes de drogue. Ces zones de non-droit, il va falloir les reconquérir un jour, et ça passera sans doute par une intervention de l'armée. Hein. Oui, en tout cas, ça passera pas par des lectures. En tout cas, ça passera pas non plus par la police, dont le nombre est insuffisant, et qui sont pas suffisamment armés, dont c'est pas le métier, quoi. Ouais. Et oui, effectivement, ils sont pas... Enfin, je veux dire... Reconquérir des quartiers comme ça, c'est de l'ordre de la guérilla urbaine. Oui, c'est ça. Il faut l'armer. Là, effectivement, là, c'est pas une question de mettre des bus et des services publics. Là, c'est bien au-delà.
Mais d'ailleurs, la gauche est vraiment dans cette vision très angélique de ça. C'est on va mettre un centre culturel, on va mettre ceci, on va mettre cela. Qui est brûlé en 5 minutes. C'est brûlé en 5 minutes. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait une médiathèque qui avait été brûlée, je ne sais plus où, justement cette nuit. Le discours sur les services publics, il tient pas 2 secondes. Il tient pas 2 secondes. Les services publics, il y en a. La dépense publique est beaucoup plus forte dans le 93 que dans aucun autre département français. Bien sûr. Donc du service public, il y en a, simplement il est dégradé en permanence. On ne peut pas se plaindre si on vient de brûler une bibliothèque qu'il n'y a plus de bibliothèque. Il y a des écoles primaires qui ont été brûlées. Je veux dire, et d'ailleurs à chaque fois aussi souvent on sent on sent tout ce qui s'est passé derrière, parce que mais depuis des années, parce que souvent c'est les collèges, lycées, Martin Luther King, Rosa Parks, etc. On se dit bon, ok, on doit être dans un quartier à forte prédominance d'origine africaine, où le maire essaye pareil d'acheter un peu la sympathie des populations locales en donnant des noms comme ça au collège, lycée. Visiblement ça marche pas très bien. Si on se plie face à eux, on montre énormément de faiblesse, et ils le voient, ils le sentent. Si justement le crime paye, il a lieu. S'il n'y a pas justement derrière de punition, s'il n'y a pas de réponse forte de la part de l'État, ça montre d'autant plus de faiblesse, et c'est comme ça aussi que les émeutes continueront d'avoir lieu. On le voit aussi dans cette histoire de la fraude sociale, si vous voulez, 73 milliards d'euros de fraude sociale, et on lance aucune enquête. Donc l'État a peur de faire de la peine aux criminels. Oui, bien sûr. Mais là c'est étonnant, un État qui a peur de faire de la peine. Ouais. Duralex, c'est de l'ex, disaient les Romains la loi, c'est pas rigolo, mais c'est la loi. Surtout qu'ils ont peur de faire de la peine à certaines communautés, mais moins à d'autres. C'est aussi ça qui est très gênant. Parce que là, par exemple, bon... mais il faisait pas partie de cette communauté, le gamin. Apparemment, il était arabe, quoi. Il était arabe ou il était polonais? Non, apparemment, il était arabe. Donc et derrière, du coup, soulèvement de tous ses copains, et donc mouvement quasiment national sur tout le territoire. Mais oui, Naël, c'est un jeune arabe, il me semble, hein, sauf si je me trompe, hein, peut-être, mais moi, j'ai aucune idée. Il me semble que c'est un jeune arabe. Mais oui, effectivement, l'État a peur de faire de la peine à ces communautés-là. C'est évidemment pas une bonne manière de s'en sortir sur le long terme, parce que je veux dire, est-ce qu'on a un projet en tant que nation? Est-ce que ces gens-là, on se dit bon, ils sont là pendant un certain temps, ils foutent un peu le bordel. C'est l'éducation qui les a ratés. C'est ça le problème, c'est que ils sont venus en France, ils ont donc le système social les ont ratés si le père est plus là. Le père de substitution qu'il aurait pu trouver à l'école s'il avait eu un maître, il a probablement pas eu de maître, probablement. Qui était capable de le tenir. La police n'est pas là, donc le service militaire n'existe plus. Pour l'instant, il semble bien que beaucoup de ces gamins ne soient jamais passés par une période de contrainte où il y avait quelqu'un qui et il y avait une sanction s'ils faisaient pas ce qu'ils étaient obligés de faire. Donc c'est pas tellement une question de communauté, parce que Thomas Sowell a montré très bien, qui est ce grand économiste noir, parce que les gens, dans la criminalité aux États-Unis, il y a une disproportion des Noirs. Donc tout le monde a dit que c'est les Noirs qui sont responsables de l'augmentation de la criminalité. Bon. Et Thomas Sowell a fait des études, il a montré que si on prenait les mêmes niveaux sociaux, le même niveau d'études, mais dans des blancs, dans des banlieues, en Angleterre, où il y avait le même genre de gens que dans les HLM noirs à Harlem ou à Chicago, on avait exactement les mêmes résultats de criminalité et tout. Donc, ce qui crée la criminalité, c'est pas le milieu social, c'est pas la race, c'est l'ensemble, subvention, absence de père, absence de police, absence d'école. C'est ça qui crée la criminalité.
Et donc, moi, tout le monde me dit c'est la faute des communautés. Je leur dis, attendez une seconde, il y a 80% de ces communautés qui emmerdent personne, puis il y en a 10 ou 20% qui emmerdent tout le monde. Et on porte, ces 10 ou 20% amènent à porter un jugement sur le reste de la communauté. Et donc, la responsabilité que le reste de la communauté a, c'est que normalement, ils devraient s'occuper eux-mêmes de ces morpions. Ouais, alors moi, c'est justement un truc... c'est ça qu'on peut leur reprocher de ne pas faire. Alors effectivement, ça c'est quand même un truc que je pourrais... un reproche que je pourrais leur adresser, parce que... alors effectivement, évidemment, je pense pas que la plupart des gens de cité participent à ces émeutes. En revanche... par les réactions sur les réseaux sociaux, je note que beaucoup ne sont pas opposés à ces émeutes, voire beaucoup en rigolent et trouvent ça très bien. Oui, mais je sais pas, si vous vous opposez, etc., et que vous êtes dans une de ces régions, vous risquez de vous faire casser la gueule, parce que vous ne serez pas protégé par la police. Ouais. Donc quand je vois le courage avec lequel les bourgeois français s'opposent à Macron, je me demande ce qui me donne le droit de demander à ces pauvres gens de s'occuper de leur... Donc, encore une fois, si vous voulez, je trouve qu'il faut éviter la facilité. Et si vous menez des politiques qui amènent à la criminalité, comme c'est le cas aux États-Unis dans les banlieues noires, ou quand c'est le cas dans les banlieues blanches en Angleterre, ou quand c'est le cas ici en France, sont les mêmes, vous pouvez difficilement prétendre que parce que ces gens sont naturellement, ils sont d'une nature différente, ils sont naturellement criminels. Je veux dire, si la même politique appliquée sur des blancs, sur des noirs ou sur des marrons, mettons, ici ils sont marrons, je sais pas s'ils sont marrons, nord-africains, oui, arrive au même résultat, qu'ils soient noirs, blancs ou marrons, c'est que c'est la politique qui est un problème, qui est suivie. C'est-à-dire que, encore une fois, je reviens à ce thème qui m'est cher, c'est que nos social-démocraties doivent réfléchir singulièrement sur le problème du passager clandestin, c'est-à-dire du type qui se branche sur toutes ces subventions, et avec une seule idée, c'est de ne pas travailler, d'être un gars. Donc, ce qu'il faut, c'est analyser le problème du passager clandestin, et c'est ce qu'ils font au Danemark. Au Danemark, ils sont en train de virer tous les passagers clandestins. Et encore une fois, donc, il faut sortir de cette mentalité c'est parce qu'ils sont pas comme nous, pour dire, si moi on me faisait, quand j'étais jeune, on m'avait soumis à cette politique, j'aurais probablement terminé comme un mauvais garçon. Donc encore une fois, j'ai beaucoup de mal à expliquer ce que je veux dire, parce que Dieu sait qu'il y a des responsabilités de famille, etc. Mais si vous foutez la famille en l'air, si vous virez les pères, si vous les remplacez par des subventions étatiques, et si y a aucune récompense à l'école, et que les professeurs sont nuls, et que la moitié de l'école, les temps, ils sont pas là, faut pas vous étonner si vous avez des crétins à la fin et des fous, quoi. Ouais. Autrefois, on les aurait pris dans l'armée, ils auraient appris à vivre, mais là, on les prend même plus dans l'armée. Donc, moi, ce qui m'affole, c'est tout le monde est à la recherche de l'explication qui vous évitera de réfléchir. Et bon, l'explication, sont des musulmans. Allez, bon, mettons qu'il y a des... Mais quand vous avez fait des études statistiques ou n'importe quoi dans votre vie, vous savez que le truc qui est unidimensionnel, ça explique rien. Il faut que vous ayez il y a 5 ou 6 causes profondes, et voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des causes profondes de ces saloperies-là, et qu'on retrouve toujours à l'origine une connerie de l'État. Ouais. Et donc, il ne faut pas dire c'est la faute des musulmans, il faut dire c'est la faute de l'État. Et au moins, comme ça, donc, si vous dites c'est la faute des musulmans, vous créez une notion de responsabilité collective, qui est une abomination en droit. Si vous dites c'est la faute de l'État qui va respecter l'ordre public, à ce moment-là, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ne respecte pas l'ordre public, individuellement, il commet une faute, et il va en tôle, et il est puni. Oui. Mais donc, il faut sortir, parce que c'est le piège dans lequel nous font tomber nos ennemis. C'est le piège, c'est de nous expliquer que la responsabilité collective, ça existe. Ça ne peut pas exister en droit. Ça ne peut pas exister en droit. En droit, ça n'existe pas. Il ne peut y avoir de responsabilité qu'individuelle. Voilà. Donc pour moi, j'essaie de dire toujours, faites gaffe, parce que ça a commencé avec les musulmans, puis ensuite on va dire que c'est les mâles blancs qui sont... et ensuite, quand eux, ils seront au pouvoir,
ils vont nous couper la tête parce qu'on sera des mâles blancs, vous voyez ce que je veux dire? C'est à quel moment on accepte la responsabilité collective. Non, mais il y en a qui expliquent ça. Hein. Il y en a qui expliquent que voilà, c'est d'ailleurs un peu la nouvelle vague du gauchisme qui nous vient pour beaucoup d'Amérique du Nord. C'est-à-dire que eux, ils ne nient pas qu'effectivement les populations noires, etc., commettent davantage de crimes, mais ils disent oui, mais c'est à cause justement de la colonisation, de l'esclavage, de tout ça. Enfin, parce que en fait, finalement, les mâles blancs sont des prédateurs et ont un comportement de prédation, donc c'est une sorte de réponse juste finalement à cette prédation-là. C'est une manière de s'exprimer. Mais vous remplacez mâle blanc par juif et vous vous retrouvez en Allemagne en 1934. Oui, effectivement. En général. Je veux dire, il n'y a pas de différence. Ou vous remplacez musulman par juif et vous vous retrouvez en Allemagne en 1934. Ouais. Donc, dès le moment où vous acceptez personnellement cette notion de responsabilité collective, c'est un chemin glissant sur lequel il vaut mieux pas s'engager. Oui, non mais ce que vous dites est intéressant et c'est vrai. La criminalité, elle est rarement monocausale. Bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, alors il y a une, ça n'explique pas autant que ce que les intellectuels de gauche le voudraient, mais effectivement le milieu social, je veux dire, socio-économique a une importance, mais derrière aussi il est évidemment corrélé ce niveau économique à tout un tas de trucs. C'est-à-dire que effectivement on voit plus on est pauvre, plus on est criminel. Non. Mais aussi, non mais je veux dire statistiquement. Non. Il n'y a pas de relation entre la pauvreté et la criminalité. Statistiquement, non. Il y a quand même. Moi, en tout cas, j'ai vu. Parce que par exemple, les gens très pauvres, dans les gens très pauvres, vous prenez un échantillon différent, vous prenez les Chinois d'un rapport d'Italie, ils sont aussi pauvres quand ils arrivent que les musulmans. Il n'y a aucune criminalité. C'est vrai. Mais je veux dire. Donc c'est parce qu'il y a la structure familiale qui tient. Oui, mais alors, je veux dire, il y a une très légère corrélation qui existe. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu des chiffres là-dessus aux États-Unis où, en gros, effectivement, si vous êtes dans les 10% les plus pauvres, vous avez plus de chances d'être un criminel que si vous êtes dans les 10% les plus riches. Je suis même pas sûr. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui vont avec. C'est-à-dire que si vous êtes effectivement dans les 10% les plus pauvres, ça dépend aussi comment vous mesurez la criminalité. Ouais. C'est-à-dire si vous faites de l'insider trading, vous êtes riche comme un puits, etc. Vous n'allez pas vous faire choper dans un ghetto. Hein. Oui, donc c'est vrai. Il y a la criminalité qu'on chope assez facilement, c'est la violence aux personnes et aux biens. Oui. Tandis que les vols en col blanc. Ah, bien sûr. Donc, encore une fois, moi j'ai beaucoup lu sur la criminalité. Je suis pas du tout certain de ce que vous dites. Il y a aucun rapport entre. Je suis à peu près certain qu'il n'y a aucun rapport entre la pauvreté et la. C'est pas parce que vous avez des gens qui sont devenus pauvres parce qu'ils se tenaient comme des cochons et qui sont devenus criminels. Bon, ça, il y en a plein. Mais au même niveau de pauvreté, vous aurez des tas de gens qui ont le même niveau de pauvreté, qui ne sont pas criminels. Ah non, mais bien sûr. Donc la pauvreté n'est pas une excuse. Ah non, bien sûr. Non, j'ai pas du tout dit ça. C'est ni une excuse, ni une justification, ni même une raison. Mais simplement, c'est corrélé avec tout un tas de facteurs. Justement, si on fait partie des 10% les plus pauvres, on a plus de chances de ne pas avoir de père que si on fait partie des 10% les plus riches. Oui, parce justement, que le fait de pas avoir de père. Probablement, vous devriez lier la criminalité à la subvention étatique. Ah oui, non, absolument. Je suis bien certain, plus il y a de subventions étatiques, plus la criminalité est forte. Ça, je suis prêt à le parier, ça. Oui. Mais d'ailleurs, il y avait un psychiatre, pédopsychiatre qui travaille avec, dans des centres éducatifs renforcés, donc avec des jeunes délinquants, des jeunes mineurs délinquants, qui explique très bien. C'est le docteur Maurice Berger. Il a sorti un bouquin il y a 2 ou 3 ans sur la violence gratuite en France. Il explique très bien, si vous donnez 3 000 € mensuels à toutes ces familles de jeunes délinquants, ça ne changera absolument rien. Ça ne changera rien. Et même justement, ces familles-là vont être dans une position où elles vont s'en taper totalement du fait que leur fils soit un délinquant. Alors qu'au contraire, si on tape un peu au portefeuille, derrière, il y a une sanction qui vient de l'État qui, elle, est financière, pécuniaire, mais derrière, il y a une sanction de la famille qui est d'ordre éducatif. Sur ce, on va vous souhaiter bonnes vacances. Oui, on va souhaiter bonnes vacances à tous nos auditeurs. Je vous souhaite à vous aussi des bonnes vacances. Je vous souhaite des bonnes vacances d'Avignon. On va essayer de retravailler un peu tous les textes que j'ai fait depuis 3 ou 4 ans pour voir si on peut pas en tirer un petit
un petit bouquin qu'on pourrait mettre à la disposition des lecteurs. On verra ça. Je vais voir si j'y arrive cet été. Parce qu'on a beaucoup écrit, on a beaucoup parlé, donc ce serait rigolo d'essayer de faire une espèce de résumé des 3 ou 4 dernières années, des meilleurs textes. Ouais. Ça serait peut-être sympa. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Dites-nous. Oui, bah à mon avis, ça intéresserait beaucoup de gens, je pense. En plus de ça, vraiment, moi, c'est un truc que j'apprécie faire, lire les vieux articles, ou même parfois regarder des vieilles émissions de télé qui justement s'inscrivent dans une actualité, mais pour le coup, pour les regarder avec plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, oui, c'est justement très intéressant. de rétrospective. Ça montre ceux qui pensent bien. Ça montre ceux qui pensent bien, parce que c'est sûr, sur le moment, bon bah chacun défend son bout de gras, on n'est jamais sûr à 100% de qui a raison. En revanche, 20 ou 30 ans après, là, on sait un peu. Vous voyez ça très bien, par exemple. Vous reprenez des vieilles émissions de Gaulle, ce qu'il dit, c'est intemporel, ça marche bien. Vous écoutez, il dit, vous avez bien pensé. Puis vous reprenez des émissions de Mitterrand et c'est complètement ringard, quoi. Ouais. Et vous dites, bon, bah, il y en avait un qui était un homme d'État et l'autre qui était un politicien, quoi, c'est tout. Ouais. Et qui parlait, il était un très bon orateur, mais il disait des choses que les gens voulaient entendre. Oui. Alors que De Gaulle, il se donnait la peine de dire des choses que les gens n'avaient peut-être pas envie d'entendre. Ouais. C'est très... Non, je dis pas ça comme ça, c'est simplement, c'est quand vous écoutez ou vous lisez les textes qui ont 40 ans ou 50 ans, que vous voyez les types qui pensaient vraiment juste. Ouais. Vous lisez Revel, vous lisez René Girard, vous vous dites, ça c'est bien. Vous lisez, comment il s'appelait, le type du... Jean Daniel du Nouvel Observateur, et vous vous dites, vous tapez la tête contre les murs tellement c'est nul. 30 ou 40 ans après, mais c'est évident, quoi. Ouais. Ça saute aux yeux. Donc le temps permet l'élagage des cerveaux médiocres. Ouais. Je me fais du souci pour le mien, tiens. Merci beaucoup. Non, je pense que ça devrait aller. En tout cas, on va le voir avec la rétrospective des dernières années. Sur ce, encore une fois, je remercie tout le monde pour son attention. Et je vous souhaite à vous aussi des bonnes vacances. Encore une fois, cette émission est disponible en podcast sur Deezer et sur Spotify. Donc vous pourrez toutes les réécouter pendant les vacances aussi, pendant que vous faites je sais pas quoi. Buvez du Châteauneuf du Pape. Ouais, vous pouvez vous le mettre sur la route du Sud. Hein, vous pouvez faire ce genre de choses. Et donc, encore une fois, bonnes vacances et je vous dis à bientôt en septembre pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup.